Bien, bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer à l'heure, finir à l'heure. Je suis coordinateur du séminaire Aventure des Inventions. Je suis Gilles Garel, titulaire de la chaire de gestion de l'innovation du CNAM. Et nous attaquons le mois de la mécanique. C'est un séminaire qui a commencé au mois de septembre et qui reprend grosso modo, c'est la philosophie qui est apparue comme une thématique originale, les thématiques du musée, des collections du musée des arts et métiers. Et pour ceux qui le fréquentent la première fois, part toujours du même principe, inviter un interne, une externe, un externe de haut niveau, un scientifique, et là où le faire parler de l'aventure d'une invention en trouvant un point de départ dans un des objets de nos collections. Alors, ce soir, on a beaucoup de chance de démarrer la partie mécanique. J'annoncerai tout à l'heure les 2 prochaines séances avec Xavier Amandolès, que je présenterai un tout petit peu plus en détail dans un instant, qui est un collègue du CNAM, et qui a intitulé son intervention « Les avions de Clément Ader et le vol bio-inspiré ». Alors, c'est l'une des icônes du musée des arts et métiers, l'avion numéro 3, 1897, considéré par les historiens des techniques comme le premier plus lourd que l'air qui a décollé. Un avion symbolique qui, de surcroît, dans les collections du musée, est à côté du fardier de Cugnot. Donc on est vraiment au tournant de 2 objets pionniers. Et c'est un avion chauve-souris qui imite la chauve-souris roussette. J'étais encore avec des élèves au musée hier, et il y avait des écoles d'art appliquées qui dessinaient l'objet simplement pour sa beauté fascinante. Mais derrière, il y a une réflexion sur la conception, sur le biomimétisme, sur l'imitation de la nature. Et Xavier va nous emmener sur le chemin des performances innovantes que le biomimétisme peut nous permettre de concevoir autour de ceux qui volent. Alors Xavier Amandolès est professeur ici au CNAM, il est spécialiste de mécanique du vol, dans les interactions fluide-structure, il est aérodynamicien, il est membre du laboratoire de mécanique des structures et des systèmes couplés, et il est directeur du département ingénierie, mécanique et matériaux. Et tu établit déjà un record, celui de la fréquentation des collègues du CNAM qui ne sont pas les plus fidèles de ce séminaire. Je vous remercie de venir encourager Xavier, et je remercie infiniment Xavier de nous faire l'amitié de cette conférence et de partager avec nous le temps qui vient, 1 heure de conférence, 1 demi-heure d'échange, et puis on passe en informel à partir de 17h30 qui sera l'heure de la fin. Merci encore. Vous m'entendez? Oui. Merci Gilles pour cette introduction. Tu as déjà dit beaucoup de choses, donc je vais compléter. Merci à tous d'être venus, et si vous le permettez, en fait, j'aimerais dédier cette conférence à mon beau-père qui est décédé vendredi dernier. Notre dernière conversation était sur l'avion de Clément Ader, donc c'est pour lui ce soir. Alors, avant de démarrer, donc tu as parlé de la bio-inspiration. Effectivement, on ne peut pas y échapper quand on met en regard en fait cet avion numéro 3 et la roussette des Indes qui a inspiré Clément Ader. Mais il y a d'autres choses à dire sur le titre. Déjà, les avions, parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Donc, il y a l'avion numéro 3, celui qui trône au-dessus de l'escalier d'honneur du CNAM que vous connaissez. Et il y en a eu en fait 2 autres. L'un a été construit, l'avion numéro 1. En fait, il ne s'appelait pas avion au départ, il s'appelait Éole. Et c'est avec cet Éole que Clément Ader a réalisé le premier décollage motorisé de l'histoire. Il a pensé un avion numéro 2, qu'il n'a pas construit parce qu'au moment où il réfléchissait à cet avion, donc il a conçu un moteur plus puissant, et il s'est rendu compte qu'il y avait un risque de renversement de l'avion. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Le premier avion, l'avion Éole, et l'avion numéro 2, c'était un monomoteur. Bon, c'est difficile. Mais en tous les cas, le fait que vous ayez une seule hélice centrée fait que vous avez finalement un moment de roulis. Et il s'est dit, ça peut perturber mon vol. Donc il est passé à l'option bimoteur, avec 2 hélices contrarotatives que vous voyez
sur l'avion numéro 3. Donc l'avion numéro 3, 2 hélices contrarotatives, et fort heureusement, si on cherche un petit peu sur le net, on trouve une animation qui est inspirée, enfin qui est tirée en fait d'une image un peu historique d'un dessin historique de cet avion numéro 3, où on voit bien finalement ces 2 hélices contrarotatives. Donc il y a eu 3 avions. Ça, c'est la première remarque par rapport au titre. Et la deuxième remarque, c'est le fait d'avoir mis finalement avion avec un A majuscule. Et ça, c'est pas anodin, en fait. C'est pas anodin parce que à l'époque où Clément Ader a construit son premier avion, EOL, le mot avion n'existait pas. Et il a proposé de rentrer le mot avion dans le vocabulaire. Donc il a fait cette proposition dans son brevet. Et il a d'ailleurs appelé son avion numéro 2 avion numéro 2 avec un A majuscule, et idem pour l'avion numéro 3. Donc en fait, c'est important de garder ce A majuscule. Et là, vous voyez une très belle reproduction du brevet de Clément Ader. Et il y a un très beau facsimilé que vous pouvez consulter au centre de documentation du musée des Arts et Métiers. Donc brevet de 1890. Alors, j'ai pas inventé grand-chose pour cette présentation. J'ai consulté des documents. Et l'idée, c'était de rendre hommage un petit peu à tous ceux qui ont travaillé dans ce domaine, sur l'avion numéro 3. J'ai l'impression que j'ai sauté un transparent. Non? Oui? Ah oui. Donc le discours n'est pas adapté. Donc ça, c'était le transparent sur le mot avion. Et ce que je voulais vous montrer sur ce transparent, c'est finalement ce qu'a écrit Ader dans son brevet quand il a proposé ce mot avion au vocabulaire. Et il faut savoir qu'à l'époque, ça a fait débat, parce que les scientifiques garants de l'aéronautique de l'époque appelaient les avions des aéroplanes. Et ils considéraient qu'avion, c'était beaucoup plus adapté à quelque chose qui imiterait le vol battu des oiseaux. Bon, finalement, ça a été tranché un petit peu plus tard, et en 1912, le ministère a officialisé par décret le mot avion pour parler de cet objet volant, motorisé, à aile fixe. Alors, on va essayer de retrouver nos petits. Pourquoi ai-je mis ça ici? Ah oui, pour parler de références. En fait, les références principales. Le brevet, donc on peut consulter, et là-dessous, dans ce brevet, il y a une mine d'informations qui nous permet de comprendre cet objet, l'avion EOL et également l'avion numéro 3. Donc le brevet, on peut le consulter au centre de documentation du musée. Autre source d'information, le site du musée des Arts et Métiers, en fait, qui met à disposition des dossiers, des carnets. Alors j'ai beaucoup aimé, moi, le carnet pédagogique sur l'avion numéro 3. Il est accessible dans son contenu, donc n'hésitez pas à le consulter, c'est vraiment très intéressant. Il y a des vidéos aussi sur le site du musée, très intéressantes. Donc n'hésitez pas à y aller pour en savoir un petit peu plus. Et puis, plusieurs ouvrages, en fait, qui sont tirés d'études réalisées par le général Pierre Lissarag, un général de division aérienne, et un scientifique, un ingénieur général de l'armement, Jean Forestier, qui en fait ont piloté des travaux de restauration et d'analyse scientifique et technique de l'avion fin des années 70 et puis pendant toutes les années 80. Et tout cela a été consigné dans plusieurs ouvrages. Donc un ouvrage écrit par Pierre Lissarag, qui est le premier ouvrage qui est sur votre gauche, un ouvrage collectif qui s'appelle Autant de Clément Ader, plus des dossiers spéciaux dans les revues Icar et Pégase. Et là-dedans, on a une mine d'informations pour comprendre finalement le comportement de l'EOL et de l'avion numéro 3. J'ai beaucoup appris en lisant tout ça. Alors, qui était Clément Ader ? Alors, si on ouvre le dictionnaire avec Clément Ader, on lit ingénieur, inventeur et pionnier de l'aéronautique, et c'est en fait un très très bon résumé. Alors, il est né en 1841 à Muret, près de Toulouse.
élève très sérieux, au dire de ses professeurs, particulièrement doué en mathématiques et dessin. D'ailleurs, c'est un autoportrait qu'il a réalisé dans sa jeunesse. Et on dit de lui qu'il était fasciné, et il dit lui-même qu'il était hanté par le vol des insectes et des oiseaux. Et sur ce dessin-là de Monsieur Beuville, on le voit affublé d'une cape, sauter d'une colline pour tenter un vol. Et là, il avait 14 ans, et il parle de cette expérience également dans des entretiens qu'il a eus avec différentes personnes. Et on trouve aussi dans son brevet, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il introduit le brevet, une œuvre de jeunesse, c'est-à-dire qu'il parle d'un hanneton mécanique qu'il a soi-disant réalisé dans sa jeunesse, donc pour justifier le fait que ça fait très longtemps qu'il s'intéresse à l'aviation, à l'idée de voler, et que ça a inspiré finalement son éole. Donc voilà pour la jeunesse. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a obtenu un diplôme d'ingénieur à Toulouse, et il a été embauché à la compagnie des chemins de fer du Midi. 1866, premier brevet. 1866, deuxième brevet. Donc des brevets liés à des travaux sur les chemins de fer. 1868, troisième brevet. Donc là, il s'est intéressé au vélo, parce qu'il a vu un vélo lors d'une exposition universelle. Il a allégé le cadre. Il a mis des pneumatiques en plastique. Donc certaines évolutions. Et avec ça, il a même gagné des courses. Des brevets, il y en aura eu, je pense, plus de 50. Donc il était très prolifique. Je passe une certaine période de sa vie, et puis on arrive en 1878-1884, où là, il s'est intéressé au téléphone, et en fait, ça l'a rendu riche. Il a posé plusieurs brevets, il a installé le premier réseau téléphonique parisien, et il a inventé le théâtrophone. Le théâtrophone, c'est un appareil qui permet de suivre en direct et en stéréo un concert symphonique. Et grâce à cela, il est devenu riche. Et en fait, ça lui a permis finalement de revenir à ses premiers amours, c'est-à-dire construire un avion. Quand je dis revenir, c'est-à-dire qu'entre 68 et 78, il avait quand même fait des choses. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par étudier les cerfs-volants. C'est-à-dire qu'en 1870, donc c'était la guerre entre la France et la Prusse, lui n'a pas été mobilisé, je sais pas, bon, il n'a pas été mobilisé, mais il a proposé ses services au ministère de la Guerre pour étudier en fait des cerfs-volants. Son idée, c'était de pouvoir construire un appareil pour observer l'ennemi. Donc il a fait, et ça lui a permis de comprendre finalement une notion importante sur laquelle on va revenir un peu tout à l'heure, c'est-à-dire la notion de portance, être capable de générer un effort mécanique qui va sustenter un appareil d'un certain poids. En 1871, il était profondément affecté par la défaite, et là, il essayait de convaincre le ministère, effectivement, de se doter d'une armée aérienne. Pour lui, c'était la solution, en fait, l'armée aérienne. Et donc, vous voyez là des schémas de ses études sur le cerf-volant. Alors, avant de continuer, parce que vous n'êtes pas tous familiers de l'aérodynamique, on va parler de cette notion de voler. En fait, c'est pareil, là, si on ouvre un dictionnaire, on voit que voler, c'est trois choses. Il faut se soutenir, c'est-à-dire compenser son poids. Il faut se mouvoir, donc être capable de se déplacer. Et il faut aussi se contrôler dans l'air. Donc là, on va juste s'intéresser à la notion de se soutenir. C'est ce qui a préoccupé Adair dans les premiers temps. Alors, si vous voulez vous soutenir, vous avez deux solutions. La première, c'est la poussée d'Archimède. La deuxième, c'est la portance aérodynamique. On va revenir sur ces deux notions. Alors, la poussée d'Archimède, c'est quoi? Vous mettez un ballon, vous prenez un ballon, et en fait, ce ballon, si on regarde un petit peu les actions mécaniques qui vont s'exercer sur le ballon, elles sont matérialisées par les flèches bleues. En fait, ça, ce sont des forces de pression. Pression, force par unité de surface. Et on voit en fait que la pression, elle augmente quand on se rapproche du sol. Et en fait, c'est le différentiel de pression, donc l'action de contact de l'air à l'extérieur du ballon, qui va provoquer finalement une petite force vers le haut. Si vous ne faites rien, si vous avez un ballon
avec de l'air à l'intérieur qui est de l'air ambiant, c'est-à-dire à la même température qu'à l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Parce que le poids de l'air qui est à l'intérieur est exactement et directement opposé à la poussée d'Archimède générée par la pression ambiante. Donc il ne se passe rien. Pour faire voler un ballon, ça vous devez le savoir, en fait il faut chauffer l'air à l'intérieur du ballon. En chauffant l'air à l'intérieur du ballon, finalement, vous diminuez le poids de l'air dans le ballon et vous créez ce qu'on appelle un différentiel de force entre la poussée d'Archimède et le poids de l'air chaud dans le ballon. Et en fait, si la somme du poids de l'air chaud dans le ballon plus la somme de la nacelle, des câbles et de l'enveloppe du ballon reste inférieure à la poussée d'Archimède, votre ballon s'élève. Donc ça, c'est la solution qui était connue à l'époque de Clément Ader, notamment grâce au frère Montgolfier. Et en 1783, il y avait déjà eu finalement un envol en ballon avec des gens à bord, donc notamment Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande. Ader n'avait pas envie de développer un ballon. Le ballon, pour lui, c'était pas suffisamment intéressant pour faire ce qu'il avait à faire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Ader? Il s'est intéressé à la portance aérodynamique. Donc là, on va faire un petit cours de mécanique des fluides. Alors, la portance, c'est quoi? La première image que vous avez, une tranche de l'aile. Okay. Donc, ce que l'on voit là, le trait qui est affiché, c'est juste une vue en coupe de l'aile. Et ce qu'on va voir, c'est l'écoulement qui contourne l'aile. Donc sur cette première vidéo, votre tranche d'aile est sans incidence dans l'écoulement. L'écoulement passe comme ça. Et si vous êtes dans cette situation-là, vous avez l'écoulement qui parcourt à la même vitesse la partie supérieure et la partie inférieure de l'aile. Donc il ne se passe rien. Symétrique par rapport à l'aile, donc aucun différentiel, aucune force. Si maintenant vous mettez, moi je n'ai pas de retour, mais votre aile inclinée dans votre écoulement, vous voyez matérialiser en bleu les lignes fluides, et là vous allez provoquer une dissymétrie dans l'écoulement. Si maintenant on fait jouer le film avec les particules fluides qui se déplacent, on constate que sur la ligne fluide du dessus, les particules fluides vont plus vite que sur la ligne fluide du dessous. Quand on va plus vite, en mécanique des fluides, la pression diminue. Donc sur la partie extrado de l'aile, au-dessus, vous avez une pression plus faible que sur la partie intrado. Donc vous créez un différentiel de pression et vous avez une force de portance. La portance, c'est en fait de l'aspiration, grâce à la dépression que vous créez. Clément Ader, lui, il a travaillé avec un profil qu'on dit cambré, une espèce de forme universelle, un profil logarithmique, qui a encore amélioré cet effet de contournement et de production de portance. Et dorénavant, on travaille plutôt avec des profils épais et cambrés, parce qu'ils sont plus efficaces, mais on a exactement le même effet, avec une accélération à l'extrado, et donc production de portance. Excusez-moi, il y a des petits problèmes techniques, voilà. Donc, en résumé, on a deux possibilités pour générer une force vers le haut qui va compenser le poids, la poussée d'Archimède et la portance aérodynamique. Sauf que, pour générer de la portance, il faut un écoulement relatif autour de notre aile. Pour obtenir un écoulement relatif, il faut soit que vous ayez une aile avec du vent, soit que vous avanciez dans l'air immobile. Donc il vous faut de la vitesse. Et le problème, c'est que pour obtenir la vitesse suffisante pour générer cette force de portance qui va compenser le poids de l'avion, eh bien, il vous faut de la puissance. Et plus votre avion est lourd, plus il vous faut de la puissance. Et en fait, c'est ça
le gros problème de Clément Ader en 1870, 80, 90. C'est qu'en fait, il fallait, qu'il identifie un profil, une voilure capable de générer les performances en termes de portance suffisantes, et deux, qu'il développe un moteur léger et puissant. Donc c'était le gros problème d'Ader. Alors, pour identifier sa voilure, qu'est-ce qu'il a fait, Ader? Il a conçu un planeur captif qu'il a instrumenté pour pouvoir, donc vous le voyez sur la figure de droite, donc il était lui-même dans son planeur, un planeur quand même de dimension importante, 9 mètres carrés de voilure, et il s'est suspendu à des câbles avec des dynamomètres qui permettaient de mesurer les forces, et finalement il a eu accès aux forces de portance, mais également aux forces de traînée générées par l'écoulement relatif autour de son planeur. Et donc en fait il disposait en 1872 de données qui lui permettaient effectivement de concevoir sa voilure. En passant, il a fait ses essais très près du sol, donc sans doute que ses résultats étaient surestimés par ce qu'on appelle un effet de sol, ce qui ne l'a pas trop pénalisé parce qu'il n'a fait qu'un petit bond au-dessus du sol. Il n'a pas vraiment volé, il a décollé. Donc ça n'est pas si grave que ça. Pour ce qui concerne le choix de la voilure, Clément Ader, comme beaucoup de pionniers de l'aéronautique, a été très inspiré par un ouvrage écrit par Louis-Pierre Mouillard en 1881, intitulé L'Empire de l'air, essai d'ornithologie appliquée à l'aviation. Et là-dedans, alors il connaissait déjà, je pense, la roussette des Indes, mais là-dedans, finalement, il a eu des informations intéressantes pour lui, et son choix, finalement, il a changé de modèle, il a quitté ce modèle d'aile en plume à un modèle d'aile avec plutôt des membranes souples, enfin des membranes souples, plus faciles à construire, et donc il a porté son choix vers la roussette des Indes. Et l'autre intérêt de la roussette des Indes, c'est que d'un point de vue vol, c'est un animal qui plane plus qu'il ne vole. Donc a priori pour Ader, il était plus disposé à se transposer à une voilure fixe d'avion plutôt qu'un oiseau qui battrait des ailes. On parlera du battement d'ailes un petit peu plus tard. Alors là, on arrive en 1882 et Ader va constituer une équipe qui va lui permettre finalement de construire son premier avion. Donc l'équipe, elle est citée ici. Donc il y a Ader, Baquier, je crois que c'était un ami de Toulouse, Morel, Vallier, Espinosa, Garnier, Laplanche et Renault. Et en même pas 10 ans, ils vont construire ce premier avion Éole et surtout arriver à construire un moteur puissant et léger. Alors au démarrage, 1882, les moteurs de l'époque, c'était 50 kg par chevaux. Un cheval, c'est 745 watts, je crois. Ader et son équipe ont réussi, en même pas 10 ans, à alléger ce qu'on appelle cette masse spécifique à 10 kg par chevaux. En fait, c'était l'objectif, et ils ont même fait mieux que ça. Je crois qu'ils sont arrivés à moins de 10, je crois que c'était 7,5, mais on vérifiera tout à l'heure. Donc ça, c'est la grande force d'Ader. Une autre image intéressante que l'on voit ici, c'est ce fameux profil logarithmique. Bon, Ader, quand il a commencé à avoir un peu d'argent, il a fait installer une serre dans son domaine. Il a acheté beaucoup d'oiseaux, il les a observés, il les a aussi disséqués, et il s'est rendu compte que nombre de ces oiseaux avaient finalement un profil de cette forme-là. Et il a utilisé ce fameux profil logarithmique, enfin dans spirale logarithmique, que les mathématiciens connaissent bien. Autre chose intéressante, et ça c'est assez rarement dit, Ader, il avait quand même, le choix d'Ader, ça n'était pas de voler de façon contrôlée. En fait, il voulait, sa première étape, c'était de réussir le décollage. Et c'est pour ça que ça a été longtemps décrié, finalement, ce résultat d'Ader, c'est qu'il assumait complètement le fait qu'on commence par décoller et après on verra.
on progressera pour pouvoir voler correctement en se contrôlant. À l'époque, c'était pas forcément le choix de tout le monde. D'autres, notamment Lilienthal, un Allemand, et les frères Wright ou Octave Chanute, eux, ils avaient plutôt la démarche de « je commence par construire des planeurs, j'essaie de voler correctement avec un planeur, et ensuite, je lui mettrai un moteur pour résoudre ce problème du décollage ». Donc c'est deux écoles un petit peu différentes. Adair avait choisi de se concentrer sur le décollage motorisé, sans assistance. Alors le résultat de ces travaux, enfin de l'équipe d'Adair, c'est donc ce fameux Éole, donc un avion de 4,7 mètres de long, 13,7 mètres d'envergure, de 300 kg, ce qui est un exploit. Alors il a tout allégé, la structure, en utilisant des différentes essences de bois, en creusant son bois. Il a utilisé de la toile, de lin, de la soie pour faire sa voilure. Il a réussi à concevoir un moteur de 10 chevaux avec une masse spécifique de 7 kg par chevaux. Son objectif, c'était 10 quand même. Il est arrivé à 7 et il partait de 50 pour les moteurs à vapeur de l'époque. Ce qui fait que pour l'avion complet, on était à 30 kg par chevaux, ce qui est vraiment un exploit. Son hélice à 4 pales, type plume, elle est également bio-inspirée. Là, pour le coup, c'est vraiment, on dirait, des grandes plumes d'autruche, 2,6 mètres de diamètre. Et il avait comme commande de vol, en fait, deux choses. Une seule commande de vol, c'est le régulateur de puissance du moteur, et une commande de direction pour le sol. Arrivé en l'air, il n'y avait plus rien. C'est ce que je vous précise sur ce transparent-là. Enfin non, il y avait quelque chose. Il était capable de faire avancer sa voilure en tournant des manivelles. Un peu compliqué, mais ça c'est assez intéressant parce que ça permet de changer finalement le centrage de l'avion et éventuellement son calage en incidence. Mais je pense que c'était pas très très efficace. Par contre, il n'avait aucune commande de direction et de roulis. Et c'est sans doute ce qui a posé des problèmes après le décollage de l'avion. Après, pour le caractère bio-inspiré, bon, je pense que ça se passe de commentaires. Quand vous regardez une vue en plan, une vue de la forme en plan de la voilure de la chauve-souris et de la voilure de l'Éole, on est quand même très 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 bio-inspiré. Peut-être un petit mot sur la motorisation. En fait, certains appellent l'Éole une machine à vapeur volante. C'est très impressionnant. Alors les bonbonnes que vous voyez, ce sont les bonbonnes d'eau et d'alcool. En fait, en gros, il chauffait de l'alcool, l'alcool chauffait de l'eau, l'eau se transformait en vapeur, la vapeur alimentait un moteur classique, vilebrequin, qui faisait tourner une hélice. L'espèce d'organe que vous voyez tout en haut, c'est un condenseur, parce que son système fonctionnait en circuit fermé. Pour ne pas avoir à embarquer trop d'eau, finalement, il condensait l'eau qui était utilisée pour la récupérer. Donc c'était un fonctionnement en cycle fermé. Donc suite à cela, pas son premier brevet, son premier brevet avion, mais son 18e brevet personnel. Donc appareil ailé pour la navigation aérienne dit avion. Et après 2 mois d'essai, sur une piste privée. Alors Adair était un petit peu parano, il voulait pas que ses travaux soient connus, notamment de l'ennemi allemand, donc il était dans le secret, donc il a fait ses essais sur un domaine privé, il y avait quand même des témoins, mais victoire, le 9 octobre 1890, il a décollé sur 50 mètres, à peu près 40 km/h, pendant 5 secondes. Quand je dis décoller, c'est une dizaine, vingtaine de centimètres au-dessus du sol, mais c'est déjà pas mal. Et ça a été justifié par les témoins. L'armée était convaincue, à cette époque-là, en tous les cas par les témoins, et il a eu un contrat. Il a eu un contrat pour construire un appareil volant capable de voler plusieurs heures à une centaine de mètres d'altitude et à transporter une charge utile de 200 kg. Ce qui lui a permis en fait de construire la première avionnerie de l'histoire, donc à Paris, rue Jasmin. Et c'est là-dedans qu'il a conçu son avion numéro 2, qu'il n'a pas construit, et c'est là-dedans qu'il a conçu son avion numéro 3. Donc l'avion numéro 3 ressemble vraiment à l'Éole, sauf que un peu plus long,
une envergure un petit peu plus grande, beaucoup plus lourd, mais avec une motorisation beaucoup plus puissante, ce qui permet d'arriver à une masse spécifique de l'avion de 9,5 kg par chevaux. Pour l'Éole, on était à, je ne me souviens plus, pardon 30. Alors, il y en a qui suivent. 30. Et ces fameuses hélices contrarotatives qui lui permettent normalement de stabiliser le roulis. Vous voyez une vue de l'avion au-dessus de l'escalier d'honneur avec une vue de moteur, une partie du moteur de l'avion numéro 3. Et puis cet avion, il avait aussi la capacité de se replier. En fait, il avait pensé au transport de l'avion pour ses visées militaires. Alors, malgré tout ça, et malgré ce bel engin, qui normalement aurait dû être plus performant que l'Éole, il a convoqué l'armée pour faire montrer que cet avion était capable de voler. Donc le problème, c'est qu'il a fait les essais sur une piste circulaire. Le problème, c'est qu'il a fait ces essais un jour où il y avait du vent. Et en fait, ça n'a pas convaincu l'armée. Pourquoi? Parce que très vite, l'avion a décollé, parce qu'il était en capacité de décoller, il avait suffisamment de portance et suffisamment de puissance. Et il a décollé, d'abord par petits bonds, et ensuite franchement, et ensuite il s'est pris un vent de travers, et ensuite il est parti en dérapage, et ensuite il est tombé dans le fossé. Donc c'est un exploit parce qu'il a quand même décollé sur 300 mètres. Par contre, pour l'armée, ça n'était pas suffisamment convaincant, et l'armée a décidé de couper les fonds. Adair n'était pas content. Clément Adair a donc décidé de tout arrêter. Il a même décidé de supprimer toute trace de ses activités d'aviation. Il a détruit l'Éole, il a détruit les plans, et je crois que quelqu'un est intervenu en disant ce serait peut-être bien qu'on garde une trace de tout ça, et a conseillé Éole de donner l'avion numéro 3 et le moteur de l'avion numéro 2 au Conservatoire national des arts et métiers qui en a pris grand soin. Et comme tu le disais Gilles, longtemps l'avion numéro 3 a trôné à côté du Fardier de Cugnot. D'ailleurs maintenant il n'est pas tellement beaucoup plus loin. Alors, la question qu'on peut se poser, l'avion numéro 3 aurait-il pu voler? Bon, moi, je ne remets pas en question le fait qu'il ait décollé, ça c'est à peu près acquis, et on peut le prouver en regardant un petit peu la puissance et les capacités de portance de sa voilure. Maintenant, c'est clair que si il s'était vraiment élevé, enfin s'il s'est un petit peu élevé, le problème c'est qu'il n'était absolument pas stable. Et on a vu tout à l'heure que pour qu'un avion vole, il faut qu'on puisse le contrôler. En fait, Clément Adair n'avait pas possibilité de contrôler son avion parce qu'il n'avait pas de gouverne qui lui permettait de le contrôler. Alors il n'en avait pas, mais c'est sciemment qu'il l'a fait. En fait, il avait pensé. Il savait déjà ce qu'il fallait faire parce qu'il avait lu différents travaux. Il savait qu'on pouvait gauchir les ailes pour virer. Il savait qu'on pouvait utiliser des surfaces de contrôle pour l'orienter longitudinalement. Mais il avait délibérément décidé de ne pas le faire. Et pour voir un petit peu ce que ça a pu donner, j'ai compilé quelques films qu'on peut trouver sur le net. Je vous laisse apprécier. Donc là, c'est tiré d'un film qui visiblement a été commandé par la société Rhône-Poulenc. Je n'arrive pas à savoir si cette reproduction a réellement existé ou si ça a été... Bon, on voit pas vraiment de décollage, on l'a vu un petit peu monter. Il y a pas mal, quelques personnes qui ont essayé de faire voler des maquettes, sans grand succès. Et puis il y a eu, dans les années 90, des élèves de l'école centrale de Paris qui ont fabriqué une réplique d'Adair. Alors là, c'est de l'aluminium avec un moteur plus puissant, un moteur thermique plus puissant. Mais ils n'ont pas arrivé à grand-chose. Enfin, le décollage était pas mal, mais il est vite retombé. Ce qui nous fait penser en fait que, sans doute que l'effet de sol a beaucoup joué sur la capacité de cet avion à décoller finalement. Après, on constate très vite qu'il n'est pas stable du tout. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Gilles, j'ai combien de temps encore? Très bien. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire au caractère
bio-inspiré dans l'aéronautique. Et quand on parle de bio-inspiration et biomimétisme, on se doit d'évoquer Léonard de Vinci, qui est considéré comme l'un des pionniers dans ce domaine. Donc on le voit sur cette reproduction tirée du Codex sur le vol des oiseaux. Donc Léonard s'est intéressé à beaucoup de choses, et notamment aux insectes et aux oiseaux. Mais par contre, il faut savoir que cet ornithoptère qu'a dessiné Léonard, c'est pas lui qui l'a pensé en fait. C'est un moine franciscain, je crois qu'il s'appelle Roger Bacon, au XIIIe siècle, qui a pensé l'ornithoptère. Et Clément Ader, par contre, il en a, pas Clément Ader, Léonard de Vinci, il en a proposé des plans. Léonard de Vinci est éminemment inspiré par le Milan royal. Beaucoup de pionniers ont été inspirés par les oiseaux, et beaucoup de pionniers ont tenté de voler par leur seule force musculaire. Alors, en fait, c'est peu réaliste parce qu'on a, par rapport à notre poids, pas assez de puissance. Et ça a été prouvé, plus ou moins théoriquement, par un Anglais, Robert Hooke, en 1655, qui a écrit donc impossibilité du vol humain sans assistance d'un moteur artificiel qui n'existait pas encore, mais le concept était déjà là. Alors malgré ça, beaucoup ont tenté. Alors là, j'en ai proposé que deux. Le général Régnier de Goué, en 1801, qui a fait un vol plané sur 300 mètres avec des ailes battantes. Je crois qu'il s'est juste cassé la jambe. Et un autre grand pionnier de l'aéronautique, Otto Lilienthal, qui a beaucoup œuvré pour la science aérodynamique. Il a fait des milliers de vols planés, ce qui a permis de vraiment développer cette science aérodynamique, en tous les cas expérimentale dans un premier temps, puis théorique, avec d'autres qui ont suivi ses travaux. Mais lui était convaincu qu'on y arriverait en battant des ailes, et ça lui a coûté la vie, en fait. Je pense qu'il aurait fait beaucoup d'autres choses. On revient sur Louis-Pierre Mouillard. Louis-Pierre Mouillard, j'ai bien aimé ce qui est écrit, donc je ne sais plus quelle page c'est, mais son chapitre sur l'étude sur l'aviation. Nous avons déjà dit que nature presciente, impeccable, toujours savante au-delà de ce que peut nous expliquer l'étude la plus attentive, nous indique cette voie. Ne cherchons pas à être plus fort qu'elle, laissons machin. Bon, c'est un espèce de... Voilà. En gros, observons la nature, c'est une source d'inspiration qui devrait nous permettre de faire de grandes choses. Et lui, Louis-Pierre Mouillard, a vraiment inspiré beaucoup de pionniers de l'aéronautique. Et on trouve dans un autre ouvrage posthume de Louis-Pierre Mouillard, édité par je ne sais plus qui, mais je crois que j'ai le transparent un petit peu plus loin, une espèce de revue de tout ce qui a été développé. Alors je ne sais plus jusqu'à quelle époque, je pense que c'est avant 1880, peut-être avant 1890. Et on voit tous ces objets volants. Alors beaucoup n'ont pas volé, beaucoup ne sont que des projets, mais je vais juste vous montrer quand même l'un d'eux, celui de Monsieur Lebris, qui est très bien inspiré, qu'on voit ici, et qui est considéré comme le premier appareil avec un homme à bord qui aurait plané. Donc c'est un appareil dont la forme en plan, dont le profil, dont le fuselage, dont la queue sont inspirés de l'Albatros. Donc on parle de 1856, donc en gros ça veut dire qu'avec cet appareil il s'est élancé d'une colline et il aurait plané un certain moment pour pouvoir être considéré comme le premier. Je reviens sur Otto Lilienthal. Lui aussi était fasciné par le vol des oiseaux. Il a écrit un traité, un ouvrage en 1889, Le vol des oiseaux comme base de l'aviation. Et il disait, celui qui veut arriver à maîtriser l'air doit apprendre à imiter la dextérité des oiseaux. Donc il y a consacré du temps, il y a même consacré sa vie. Et on voit ici une étude de la cigogne. Il était fasciné par les cigognes. Et c'est ce qui lui a permis finalement de choisir ces profils creux pour pouvoir construire ses planeurs. On revient sur Louis-Pierre Mouillard,
parce que c'est intéressant, il a en fait inspiré les frères Wright et sans doute permis le succès des frères Wright. Ça s'est consigné dans un ouvrage donc d'André-Henri Coignet. Le français Mouillard découvrit il y a plus de 20 ans le gauchissement et la combinaison du gauchissement et du gouvernail vertical de direction. Il enseigna sa découverte à l'ingénieur américain Octave Chanute, que l'on se plaît à considérer comme le maître des frères Wright. Octave Chanute, c'était un franco-américain, mais qui vivait donc aux États-Unis, qui lui aussi a développé des planeurs pour tenter de développer des avions. Et ce gauchissement, vous le voyez en fait sur la voilure supérieure du biplan des frères Wright. Le gauchissement son avion n'était pas contrôlable parce qu'il n'avait pas ces organes-là. Il savait que ça existait, mais il ne l'avait pas, implémenté sur son avion. Les frères Wright l'ont fait, et c'est ce qui leur a permis finalement d'obtenir un avion. Alors, l'avion des frères Wright ne décollait pas tout seul, il fallait le pousser un petit peu. Mais une fois qu'il était en vol, il volait admirablement, parce qu'en fait, ils avaient résolu ce problème de génération de moments qui permettait de contrôler le roulis, voire de virer. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, on ne tourne pas avec un avion comme avec une voiture, c'est-à-dire en agissant sur un espèce de gouvernail, on gauchit les ailes. En gauchissant, on crée ça, et en créant ça, on tourne. Donc en fait, grâce aux travaux de Mouillard, les frères Wright ont résolu ce problème de contrôle du roulis et de virage, ce qui leur a sans doute permis de bien voler. Et autre chose de bio-inspiré sur l'avion des frères Wright, c'est ce qu'on appelle le plan canard. Vous voyez ce qui est entouré en vert là sur mon image. C'est un espèce de plan stabilisateur, mais contrairement aux avions actuels où le plan stabilisateur est à l'arrière de la voilure principale, là il est à l'avant. Et donc ça s'est inspiré des canards, parce que les canards ils ont un bec plat, et ils manœuvrent leur bec pour contrôler leur trajectoire. Bon, je ne sais pas exactement si c'est ce qui a inspiré les frères Wright, mais en tous les cas c'est un plan canard que l'on voit sur cette photo. On va faire un bond dans le temps pour parler de bio-inspiration sur les avions un peu plus modernes. Alors déjà au niveau du fuselage, on a des choses qui ont été faites et qui n'ont pas été construites, parce que cet avion Dauphin, moi je ne l'ai jamais vu voler, mais c'est une étude allemande. Par contre, celui de droite, l'avion Beluga, il vole, et il est clairement inspiré par le Beluga, d'ailleurs il porte son nom. Et quand on voit le melon du Beluga et le melon de l'avion, on est vraiment très très bien inspiré. Autre chose que l'on voit souvent, mais on ne sait pas forcément que c'est bien inspiré, c'est ce qu'on appelle les ailettes d'extrémité des voilures. Alors, il faut savoir que dès que vous générez de la portance sur un avion, donc dès que vous générez de la portance, ça veut dire que vous avez soit une aile cambrée, soit vous êtes légèrement en incidence. Dès que vous générez de la portance, vous générez de la traînée. Une traînée un peu parasite, supplémentaire, qui est en fait liée à une activité qui se produit en bout d'aile. Parce qu'il y a un tourbillon qui se forme. Et il se trouve que si vous empêchez la formation de ce tourbillon en mettant une surface secondaire en bout d'aile, eh bien vous allez limiter cet effet. Donc ça c'est complètement bio-inspiré parce que les oiseaux le font. Ils le font naturellement, justement pour optimiser leur vol. Donc ça c'est une solution bio-inspirée. Et on voit le dessin donc de cet avion. À gauche, une aile sans winglet, sans ailette d'extrémité. À droite, une aile avec winglet. Ce tourbillon est diminué. Il faut savoir que ce tourbillon, il est encore plus important quand vous vous rapprochez du sol. C'est pour ça qu'il y a une distance de sécurité au niveau du décollage et de l'atterrissage des avions. Sinon, vous vous retrouvez dans un tourbillon qui vous renverse. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la bio-inspiration en aéronautique,
Je suis tombé assez tardivement d'ailleurs sur un dossier en 6 articles qui a été écrit par Jean Carpentier dans les lettres de l'association 3AF. Et là, je vous parle juste des conclusions en fait de cette étude. Donc Jean Carpentier dit qu'en fait, il nous reste encore des choses à faire si on veut optimiser de façon bio-inspirée les avions, notamment sur tout ce qui est vol plané. On parlera du vol battu plus tard. On peut continuer à limiter la traînée en s'inspirant de la nature. On peut continuer à limiter l'effet des tourbillons marginaux. On peut tendre vers une optimisation en vol, c'est-à-dire adapter la forme de la voilure en vol aux conditions atmosphériques. Et on peut peut-être se poser la question de, c'est peut-être pas la peine de faire des avions très stables naturellement, on va les rendre stables de façon active. C'est un peu risqué, mais on peut le faire, ce qui nous permettra d'optimiser la consommation de carburant. Alors, pour inspirer les ingénieurs d'aujourd'hui, Airbus a conçu un concept avion. Alors, il n'existe pas cet avion, mais c'est une image qui leur dit « Regardez, vous devriez pouvoir faire des choses intéressantes et bio-inspirées, donc continuer à observer la nature pour progresser. » Donc, sur ce concept, on va s'intéresser une fois encore au bout d'ailes. Jusqu'à maintenant, les ailes sont des surfaces secondaires qui sont pleines. Et en fait, si on observe bien un oiseau, on a ces espèces de rémiges primaires en extrémité d'ailes qui s'écartent et qui bougent même. En faisant ça, on déstructure complètement ces tourbillons d'extrémité et on limite leur effet néfaste. Donc on a encore du chemin à parcourir et on pourrait voir peut-être un avion futur avec des espèces d'ailettes actives en extrémité. Je vous rassure, généralement, c'est testé en soufflerie, optimisé en soufflerie, avant qu'on puisse monter à bord. Deuxième concept intéressant, limiter la traînée de frottement. Ça fait longtemps qu'on sait que certains mammifères marins, comme les requins, ont sont optimisés hydrodynamiquement. En fait, ils sont capables d'aller très vite en limitant leur traînée. Des études ont été faites en laboratoire. On sait que si on reproduit finalement une peau de requin sur une surface, on peut gagner 10% de traînée. La peau de requin, là vous en avez un zoom sur cette photo. Pour vous donner une idée, une écaille, c'est 1/10 de millimètre. Donc c'est tout petit en termes de longueur, hein, pas en termes d'épaisseur. Et la Lufthansa, en fait, a recouvert des avions de peau de requin, une peau de requin qui a été imprimée en 3D, enfin c'est un tissu particulier, et grâce à cela, ils ont réussi à diminuer la traînée de 1%. Donc je pense qu'il y a encore de la marge, parce que les études en laboratoire montrent 10%. Eux, basés sur le vol de différents avions, ont atteint 1%, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, on parlait d'adaptation de forme. En fait, quand on regarde un oiseau, quand ça vole, c'est pas des ailes fixes en fait. L'aile, elle se déforme tout le temps. Elle s'adapte aux conditions de vol, elle s'adapte aux perturbations atmosphériques. Et donc Airbus travaille à des ailes adaptatives. Donc il y a eu un premier projet, donc Albatros One, où là c'était plutôt une aile articulée, donc qui pouvait s'adapter aux conditions de vol. Et le projet suivant, qui est en cours, c'est une aile flexible. Donc là, ça veut dire qu'une articulation plus continue, une aile flexible à contrôle actif, justement pour lui permettre d'adapter sa forme, sa cambrure, sa forme en plan, aux conditions de vol de l'avion, c'est-à-dire décollage, atterrissage, ingestion de turbulences, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on travaille avec des ailes beaucoup plus flexibles. Un projet qui m'a été soufflé par un collègue, un projet d'Airbus encore, qui s'appelle Fellowfly et qui est inspiré plutôt des oiseaux migrateurs. En fait, l'idée, quand on regarde les oiseaux migrateurs, on se dit, de toute façon, ce sont des oiseaux, des animaux, qui en permanence optimisent et consomment le moins d'énergie. Et l'idée, c'est de positionner un avion dans le sillage d'un autre avion, mais de façon judicieuse pour limiter la consommation de carburant. Alors il se trouve que si on regarde un petit peu ces fameux tourbillons de bout d'aile, alors là
comment dire, je suis en train de vous dire qu'il faut générer un tourbillon de bout d'aile pour pouvoir limiter la consommation de carburant de l'avion suiveur. Bon, on va considérer qu'on a encore des tourbillons de bout d'aile. Et en fait, ces tourbillons de bout d'aile, effectivement, c'est des systèmes fluidiques qui tournent. Mais si on est suffisamment bien placé, en fait, on peut profiter d'un courant ascendant généré par ce tourbillon qui va finalement générer une portance sans frais pour l'avion suiveur. Si vous générez une portance sans frais, ça veut dire que vous pouvez voler en consommant moins. Alors, vous êtes censé voler à la même vitesse, sinon ça marche qu'un temps. Donc, vous profitez de cette portance sans frais, vous changez vos conditions de vol, sans doute que vous optimisez votre finesse, et vous pouvez voler en consommant moins. Airbus annonce une réduction de 5% de consommation dans cette configuration. Alors là, on n'est pas sur une rupture technologique, on ne construit pas un nouvel avion. Par contre, on travaille avec des organismes du trafic aérien pour arranger les vols et faire en sorte de limiter, de réduire la consommation. On revient à Jean Carpentier et à ses conclusions. Donc, il parlait d'approfondir notre étude du vol plané, mais on peut aussi s'intéresser au vol battu. Sauf que Jean Carpentier, il nous dit le vol battu c'est bien, mais pas pour les gros avions. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. Plutôt dans le but de développer des petits objets volants, des drones, des micro-drones, des nano-drones. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que si on regarde un insecte ou un petit volatile, c'est extrêmement agile, ça vole très vite, ça manœuvre très rapidement, ça fait des choses incroyables que nous, on ne peut pas faire avec un avion. Qu'il soit petit ou gros. Donc il faut s'en inspirer. Beaucoup s'en sont inspirés. J'ai quand même voulu citer les travaux de Jules Marais, qui a fait une conférence au conservatoire sur la chronophotographie, et notamment une chronophotographie appliquée à l'étude du vol battu. C'est une petite parenthèse, un illustre collègue. Le problème, c'est que le vol battu, c'est éminemment compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que votre volatile est petit. Pour vous faire une idée, ce sont des courbes noires, c'est la signature de l'extrémité des ailes de ces volatiles. Alors ça peut être un mouvement assez simple comme ça, ou ça peut être très très compliqué. Et c'est compliqué parce que ça peut aller plus ou moins vite, avec plus ou moins d'amplitude, avec plus ou moins de déphasage entre la flexion et la torsion, avec beaucoup de déformation d'ailes, avec beaucoup d'interactions fluide-structure. Enfin, c'est un enjeu et c'est fascinant à étudier pour un chercheur et un ingénieur. Malgré cela, non, on reste sur la complication. Ça, c'est aussi pour vous prouver que c'est très compliqué. Et là, on revient à la chauve-souris de Clément Ader. Bon, lui, il a travaillé sur le côté vol plané de la chauve-souris, mais si on regarde ce qui se passe en vol battu de chauve-souris, ça, c'est juste pour vous faire peur. Tout ce qui est un petit peu coloré, c'est des tourbillons, c'est des structures tourbillonnaires. Et en fait, il y en a plein. Ça va dans tous les sens. Il y en a qui se développent sur l'image à fond jaune sur le profil, donc des tourbillons qui sont générés au bord d'attaque, qui se convectent, qui se transforment, et il y en a qui sont générés dans le sillage. La combinaison de tout ça va vous produire de la portance, de la traînée, des moments, etc. Donc c'est éminemment complexe à étudier. Mais certains ont quand même réussi à faire des choses. Le vol battu par la seule fosse musculaire, ça a été résolu par une équipe de Toronto. Alors c'est pas... Enfin, on va voir ça en image, c'est plus simple. Dans le fuselage, il y a un cycliste. Il pédale, il actionne un mécanisme qui fait battre des ailes, et cet avion vole. Il a volé pendant 19,3 secondes. Ça, c'était aussi pour vous montrer que, personnellement, moi, j'ai pas envie que ça se développe sur un avion long courrier, parce que je sais pas si vous avez remarqué, quand vous volez en battant des ailes, donc, ouais, c'est pas terrible.
Mais on voit ça dans les films de Miyazaki, des avions qui volent en battant des ailes, mais ils sont très stables. Or non, ça fait ça. Donc c'est mal de mer assuré. On en est où? Là, voilà. Ça peut être intéressant pour des objets plus petits. Par exemple, un drone à aile battante. Une équipe allemande a résolu le problème, ça c'est assez fascinant. Ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est beau. Et ce qui est beau est quand même très intéressant. Donc c'est un drone volant inspiré du goéland, 450 grammes, 2 mètres d'envergure, 135 moteurs, puissance totale, 23 watts. Donc c'est tout à fait pertinent. Et voilà ce que ça donne. En vol en hangar, et ils arrivent même à décoller avec. Quand je dis que ça ne sert pas à grand-chose, je ne sais pas, mais par rapport à un drone de type rotor ou un avion à aile fixe qui serait motorisé, effectivement, ça apporte pas beaucoup plus, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Par contre, c'est fascinant de se dire qu'on a réussi à solutionner ce problème du vol battu sur un objet de cette dimension. On me fait les gros yeux, donc j'accélère. Alors, c'est plus intéressant à petite échelle, en fait. À petite échelle, parce que là, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire avec une autre technologie, enfin un autre concept d'avion. Ce que vous voyez à droite, c'est un nanodrone par une équipe, par un ensemble de collègues du Nord. Excusez-moi. Et là, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Et là, on a un micro-drone développé par l'université de Delft. Alors celui des collègues des Arts et Métiers Lille, IUMN, UPFH, ne vole pas encore, mais c'est très intéressant parce qu'il est vraiment tout petit et il utilise un concept finalement de mode résonant, ce qui permet de limiter l'énergie que vous avez à fournir pour le faire voler. En fait, je n'ai pas parlé de ce qu'on faisait nous au LMSSC. Au LMSSC, on n'a pas de projet spécifiquement dédié au développement d'objets volants bio-inspirés, mais on s'intéresse à des choses qui permettent de développer ces objets volants, notamment à comprendre l'aérodynamique instationnaire qui permet de designer, de dimensionner ces objets-là. On s'était par exemple intéressé à un effet qu'on appelle l'effet Kramer. Quand un colibri vole en vol stationnaire, il a des mouvements brusques comme ça de rotation très très rapides. Et en fait, il génère finalement une surportance grâce à un effet fluidique un petit peu complexe qu'on appelle l'effet Kramer, un tourbillon qui se génère, qui augmente la portance sur une durée limitée. Et on a étudié ça et on a trouvé un modèle mathématique pour reproduire ça. On s'intéresse aussi, d'ailleurs hier on avait une journée d'études sur le sujet, à l'impact de la turbulence atmosphérique sur les performances des voilures, qu'elles soient souples ou rigides. Alors ça c'est important parce que si on veut faire voler un objet en vol battu par exemple dans un environnement turbulent, il faut comprendre quel est l'impact de la turbulence atmosphérique. Et dernière chose, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on va construire des avions de plus en plus légers et de plus en plus flexibles. Et nous, au LMSSC, en fait, on se dit, ok, tout cela c'est très bien, sauf que on est conscient du fait que si on construit léger et flexible, on va avoir des gros problèmes d'instabilité. C'est-à-dire qu'on peut déclencher des mécanismes fluide structure qui sont auto-alimentés, c'est-à-dire que le mouvement génère un mécanisme qui empêche le mouvement. C'est une instabilité dynamique. Et on étudie ces systèmes-là, en fait, dans différentes configurations pour mieux les comprendre et surtout les contrôler. Les vidéos ne marchent pas, je crois. Bon, vous voyez ce que ça donne. On appelle ça un flottement couplé, flexion-torsion. Et je conclus par quelque chose que je n'ai pas réussi à placer. Mes élèves l'ont vu déjà, donc désolé pour eux. Alors je pense que vous connaissez la graine de Samar, cette espèce de fruit ailé qu'on lance
et qui se met à tourner, et en tournant ralentit sa chute. Ça, c'est une autre famille de graines ailées, on appelle ça les graines de Zanoni, et en fait, ça a un vol autostable. Et l'autostabilité, ça a souvent, fasciné et perturbé les ingénieurs de l'aéronautique, et un Allemand s'est inspiré de cette graine ailée pour construire une aile volante autostable en 1904. Ça fait à peu près 15 cm d'envergure. Et si je peux rajouter quelque chose que je trouve également fascinant, vous voyez l'espèce d'opercule qui renferme les graines ailées, c'est une espèce de vasque inversée. Sa forme fait que si le vent souffle, il va y avoir un sillage tourbillonnaire derrière cette vasque-là qui va la faire vibrer perpendiculairement à la direction du vent, et les vibrations vont décrocher les graines ailées qui vont tomber et se disperser. C'est fascinant. Et je vais en rester là. Ce serait dommage d'avoir une assistance si bien fournie et de ne pas avoir de questions. En attendant, je vous recommande la lecture du poème de Guillaume Apollinaire, qui n'est évidemment pas un mécanicien et un spécialiste du vol, mais qui a rendu hommage à Clément Ader en 1911-1913, précisément lorsqu'Ader a inventé le mot avion. Il y a un poème qui s'appelle L'Avion, qu'on apprend encore à l'école, qui est absolument magnifique. Et je voulais savoir pourquoi peau du requin par rapport à peau de dauphin ou choses comme ça. J'ai pas entendu le début de la phrase. Non, tu as parlé de la peau du requin à un moment donné, pour diminuer la viscosité. Pourquoi la peau du requin et pas la peau d'un autre là, comme le dauphin, par exemple. Oui. Et parce que c'est surtout je pensais que c'était regardé surtout par la discrétion acoustique des sous-marins. Alors là, c'est pour l'avion. Bon, déjà, c'est un animal qui va très vite. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, l'objectif, c'est pas de... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un écoulement, quand donc un écoulement le long d'une surface, au début, il est stable et ordonné, on appelle ça un écoulement laminaire, et très vite, il se déstabilise, il devient turbulent. Et quand vous êtes turbulent, vous frottez beaucoup. Donc généralement, on dit qu'il faut augmenter la zone d'écoulement laminaire pour limiter la traînée. En fait, ça, c'est plutôt un dispositif, la peau de requin, qui va limiter la traînée de frottement d'un écoulement turbulent. Ça ne favorise pas la laminarité, mais ça va limiter le frottement d'un écoulement turbulent. Je pense que le choix, il doit être lié au nombre de Reynolds. En fait, ça doit être l'animal qui va le plus vite dans l'eau, qui a conditionné ce choix, parce que les avions, c'est un haut nombre de Reynolds. Et en mécanique des fluides, on aime bien c'est important de respecter les paramètres de similitude, parce que ça nous permet pas d'être sûr, mais d'être rassuré sur le fait que le mécanisme physique qui va permettre de générer la chose que l'on souhaite générer, il ait des chances d'exister. Et donc je pense que c'est un choix qui est lié à la vitesse du requin. Mais après, c'est pareil, si tu prends différentes variétés de requins, tu n'as pas les mêmes écailles en fait. Et sans doute qu'il faudrait adapter le choix de l'animal à la zone que tu veux traiter. C'est clair que là, le 1% de réduction, c'est vraiment très très faible par rapport à ce qui est observé. Moi, je ne l'ai pas fait, ce type d'expérience, mais j'ai lu des travaux là-dessus et ils atteignent 10% de réduction. Le dauphin, oui, je crois qu'il y a un peu mais c'est peut-être pas le même principe en fait. Je crois que Philippe Deswinder avait des choses à dire là-dessus, mais mais je saurais pas t'en dire plus. C'était concernant les vols migratoires. Vous parliez du coup de Boudel, enfin l'effet de Boudel. Est-ce que, à quelle distance l'effet de Boudel va se disperser et n'aura plus d'impact sur l'avion qui... Oh là 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 là. En fait, ça dure longtemps, la signature d'un tourbillon de Boudel.
c'est plusieurs milliers de mètres. Manu, tu me dis si je dis des bêtises? Non, je crois que c'est plusieurs milliers de mètres. Maintenant, honnêtement, là, ce projet Fellowfly d'Airbus, ça m'a intrigué. J'ai cherché un ou deux papiers pour essayer de comprendre. Je suis à peu près convaincu que cet effet, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que donc vous avez le tourbillon de Boudel, c'est un tourbillon qui tourne comme ça. Si vous êtes de ce côté-là du tourbillon, vous avez un écoulement qui va venir du haut vers le bas. Donc là, c'est pas bon, ça génère pas de portance. Donc il faut que vous soyez à droite du tourbillon pour avoir un écoulement qui va du bas vers le haut. Mais en fait, je pense que c'est très difficile de se positionner. La persistance de cette signature tourbillonnaire fait que vous pouvez voler loin, et parce qu'il vaut mieux voler loin de l'avion qui vous précède. Sinon, c'est quand même dangereux. Donc, je dirais plusieurs milliers de mètres. Maintenant, à partir du moment où on est capable de tracer la signature en termes de vitesse induite par ces tourbillons, on peut se positionner et optimiser. Mais après, il y a d'autres problèmes, parce que quand on réfléchit, on se dit que pour que ça marche, il faut voler à la même vitesse. Et que normalement, ce qui vous permet d'avoir une certaine vitesse, d'une certaine portance, c'est la vitesse. Là, vous générez sur votre avion moins de portance parce que vous profitez d'une portance supplémentaire. Donc normalement, il faudrait voler moins vite. Si vous volez moins vite, ça ne sert plus à rien parce que vous allez vous retrouver... Donc il y a cet effet-là de persistance du tourbillon qui est importante. Après, on n'est pas obligé de voler moins vite pour avoir un certain niveau de portance. On peut jouer sur la position de l'avion par rapport à l'écoulement. Donc je pense que c'est pas si simple à étudier, mais visiblement ça a été fait. On peut faire confiance à Airbus. Mais ça a visiblement de l'avenir. 5%, c'est pas rien. Hein. Ouais. Mais ils n'en sont qu'au début. Je crois que là, il y a les premiers essais, c'était 2016, et en 2020, ils ont un consortium de différents opérateurs, et donc ils vont pouvoir faire des tests un peu plus ambitieux et pertinents, sans doute. Alors, c'est pour t'aider sur la peau de requin, parce qu'en fait, en 2014, dans mon ancienne vie, on avait développé un prototype en fait pour diminuer la coefficient de traînée sur les véhicules. Et on avait mis ça en bout de voiture, et on avait essayé plusieurs choses. En fait, peau de requin, c'était pour faire un peu de pub, hein, parce que tout le monde parlait de ça à ce moment-là. Et en fait, c'est l'histoire de structuration de la surface qui permet de diminuer drastiquement les coefficients de traînée. Mmh. Mais il faut que ça soit vraiment sur ce petite zone, en fait. Sur toute la zone, on ne le faisait pas. Enfin, ça on permet de gagner un peu. Et en fait, on s'était rendu compte que ça posait un problème, parce que vu les dimensions de ce qu'on doit créer, dès que la voiture devient sale, en fait, tu bouches les trous, donc ça sert plus à rien. Donc ça coûtait très cher à faire pour l'application qu'on en avait à l'époque. Et en même temps, on avait fait des essais, et en fait, une voiture sale consomme moins, du coup, de carburant, parce que je parlais électrique, qu'une voiture propre. Parce qu'en fait, il y a une structuration qui se crée naturellement avec la saleté à certaines zones. Donc en fait, il ne faut pas nettoyer sa voiture. Ah mais, tu prêches un convaincu. Je soutiens cette théorie régulièrement, mais ça a été montré, hein, en fait, on l'a. Je sais pas. Mais je suis. Après, l'automobile, c'est différent parce que vous avez une traînée de frottement, mais vous avez surtout de la traînée de forme qui est liée à un décollement massif dans le sillage. Et là, pour le coup, les stratégies de contrôle de type peau de requin, elles vont devenir inopérantes en fait. Mais ouais. Il faut déranger, madame. Vous êtes à un endroit central. Pardon. Monsieur. Oui, alors moi j'ai une question que je pense tout le monde se pose. C'était justement sur ce fameux rapport poids-puissance. Je me demandais si justement, enfin tu l'as pas évoqué, est-ce que les ailes battantes, ou est-ce que si on calcule ce rapport pour les insectes, est-ce qu'il est beaucoup plus faible ? Et est-ce que justement, comme tu l'as très bien montré, est-ce que comme il y a des modes qui discutent entre eux, est-ce qu'on ne peut pas récupérer de l'énergie de ces trucs-là ? Et justement, je me posais la question, comme tu en as parlé au début sur Clément Ader, on était autour de 7 en chevaux par kilo, c'est ça ? Et est-ce que du coup, ce rapport-là, il est beaucoup plus faible sur les insectes ? Est-ce qu'il y a aussi des choses qu'on peut récupérer, etc.
C'est vache. Non, bon, enfin, c'est une super question. Je me la suis posée, évidemment. J'ai pas de bonne réponse. En fait, c'est un problème d'efficacité quand vous volez avec un avion avec des moteurs. En fait, le rendement propulsif, il est très bon, en fait. Là, on essaie de faire la même chose avec le vol battu. Si on fait un rendement en se disant, tiens, je bats des ailes, et avec ce battement, je vais générer de la portance et surtout de la poussée pour pouvoir me propulser. Ben là, si on fait un rendement en se disant quelle est l'énergie mécanique liée à mon battement et quelle est l'énergie mécanique que je vais produire liée à mon avancement, le rendement, il est bon. Il est même très bon. Le problème, c'est que si vous voulez le faire avec un drone, ben, il y a des mécanismes du mouvement, des engrenages, etc., où là, vous avez beaucoup de pertes, en fait. Donc vous avez un rendement électromécanique entre votre moteur électrique qui va actionner tout ça et le mouvement que vous générez, qui lui a un rendement qui est pas bon. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est pas terrible. Et on n'est pas au niveau du rendement de l'hélice propulsive. C'est l'impression que j'ai. Maintenant, moi je pense, mais je n'ai pas creusé la question, mais je pense qu'on peut profiter de ces fameuses instabilités aéroélastiques que j'évoquais. C'est-à-dire que pour optimiser son vol et dépenser le moins d'énergie possible, on va déclencher des mécanismes, on va déclencher le mouvement en fait. Et il faut savoir que vous prenez la feuille d'un arbre, par exemple, sous certaines conditions, elle se met à flotter naturellement. Donc ça veut dire que vous arrivez à transférer de l'énergie du vent vers le mouvement de la feuille. Eh ben, on peut se dire qu'un oiseau un avion avec une aile flexible, si on joue sur son orientation et sa flexibilité, sa masse, etc., à une certaine vitesse, on va pouvoir provoquer un mouvement lié simplement à l'écoulement relatif, sans dépenser d'énergie. L'énergie, on la dépense pour avoir une certaine vitesse, mais après, on va provoquer un mouvement, cette instabilité. Et ça va peut-être nous permettre de voler, mais il faudra contrôler la phase entre les degrés de liberté, entre la flexion et la torsion. Donc peut-être qu'on peut optimiser, j'ai l'impression que c'est ce que font les collègues de Lille avec leur nanodrone à aile résonante, c'est-à-dire qu'ils arrivent à exciter et à provoquer la vibration de deux modes, un mode de flexion et un mode de torsion, en contrôlant la phase. C'est peut-être une solution pour optimiser le rendement. Mais c'est diablement compliqué. Merci infiniment d'être venu et à la semaine prochaine. Au revoir.